Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Je m'appelle Clémence Bodoc et l'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui défie les éléments. Je suis très heureuse de recevoir Justine Dupont, longboardeuse mais surtout surfeuse et surfeuse big waves. Grosse vague, comme on dit en VO. Elle me raconte son rapport à la peur et comment on se prépare pour surfer des vagues immenses. Un dernier mot avant de lui laisser la parole. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois gentil, dis merci, fais un bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute. Justine Dupont, bonjour. Bonjour. Tu es surfeuse professionnelle, c'est ton métier? Oui, effectivement, je suis surfeuse. Je t'ai découvert un peu par hasard, j'ai vu une vidéo de toi sur une vague immense et qui m'a fait froid dans le dos juste de regarder la vidéo. C'est quoi la hauteur moyenne des vagues que tu chasses? Alors la hauteur, c'est peu importe, c'est surtout surfer des vagues. Pour moi, mon défi, c'est de plus en plus gros. Donc après, oui, j'atteins des vagues il y a des repères de 10 mètres plus. Mais voilà, le but, c'est juste de passer du temps dans l'eau, de s'amuser, de prendre du plaisir et d'avoir son petit défi de plus en plus à pousser ça. Après, voilà, c'est mon défi personnel. Après. T'as 26 ans, mais t'as déjà un palmarès très impressionnant. T'as été vice-championne du monde de longboard à 15 ans. Oui, effectivement. J'aimerais qu'on te déroule un petit peu ton parcours. Et la première question que je pose à toutes mes invités, c'est quel type d'enfant tu étais quand tu avais 7 ans? 7 ans, je m'en rappelle tout simplement plus. Donc, j'en ai aucune idée. Quand j'avais 7 ans, on va à l'école à cet âge-là. Après, qu'est-ce que... Tu faisais déjà du sport? Je fais du sport, aller peut-être un petit côté à aimer la nature, à vouloir passer du temps dehors, faire du sport et j'étais un peu à fond sur tout ça. Après, j'aime pas le terme finalement on dit un peu côté garçon manqué, alors que pourquoi ça serait plus les garçons que les filles, les petites filles, les petits garçons qui aiment passer du temps dans les champs. Et donc voilà, passer du temps dehors, j'adorais ça. Je rentrais de l'école, je passais mon temps escalader les arbres, faire des cabanes. Voilà la belle vie de 7 ans. À quel sport tu t'es intéressée et comment? Alors, à cet âge-là et plus jeune jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait plein de différents sports. Et j'aimais bien les sports d'eau. Après, j'ai fait plein de sports en compétition que j'appréciais. J'ai fait plus petit jusqu'à plus haut niveau, mais comme la natation, l'athlétisme. Après, il y en a, c'était pas à très grand niveau. Et puis le surf, c'était plus le côté passer du temps à l'océan, en famille, avec les amis, plus activité, plus loisir, plus que sport, compétition et tout ça. Mais finalement, petit à petit, oui, je me suis rapprochée d'un club, j'ai participé à mes premières compétitions où j'ai apprécié et voilà, j'ai continué là-dedans. Je suis rentrée dans une école sport-études qui me permettait de surfer la semaine aussi. Parce que je n'habitais pas au bord de mer, donc pour moi le surf c'était les vacances, c'était les week-ends quand les parents pouvaient m'amener. Mais donc voilà, j'ai découvert après le surf tous les jours, donc et j'ai continué les compétitions en commencé à remporter des beaux titres comme en longboard quand j'ai fait vice-championne du monde, puis championne de France, championne d'Europe. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans et du coup, j'ai fait 3 fois vice-championne du monde. Donc voilà, sur 3 disciplines différentes. Alors, sur le longboard? Oui, sur le stand-up cette année. Le stand-up, c'est avec la pagaie. C'est le paddle, c'est ça? Le paddle, exactement. Enfin, on appelle ça, c'est du stand-up paddle. Ok. Et on est debout sur la planche avec une pagaie et on surfe les vagues. Il y a aussi la même discipline qui se fait sur le stand-up paddle, mais dans les rivières, lacs, à l'océan aussi. Et c'est plus des courses. Moi, c'est la partie plus surf que course. D'accord. Et voilà, donc j'ai découvert un peu cette discipline cette année. Et j'ai fait... Attends, t'as découvert cette discipline cette année et t'es vice-championne du monde de la discipline? Enfin, j'ai découvert, elle existait déjà, mais Toi, tu t'es mise récemment, quoi. Oui, je m'y suis mise au début de l'année. Mais après, c'est parce que c'est un pont. Je faisais déjà d'autres disciplines dans le surf, et la grande planche, les petites planches. Et donc, c'est ma force, c'est la polyvalence. Ouais. Mais
voilà, si on aime passer du temps dans l'eau, et pour moi c'était un bon défi de se mettre sur une nouvelle discipline aussi proche des compétitions qui étaient importantes. Et bon défi, ouais. J'ai dû apprendre un peu à zéro le surf et accepter de tomber et jusqu'à réussir à faire de jolies vagues qui m'ont amené à avoir fait 2e en Europe, puis 2e au mondial. Quand tu dis j'ai dû réapprendre, qu'est-ce qui change entre le surf et le stand-up ? Qu'est-ce qui change ? C'est le fait d'être debout constamment, et pour les compétitions, on a des planches qui sont petites, donc l'équilibre il est dur et on continue. Et après, la rame est différente, donc on fait travailler des muscles différents aussi. Mais bon, voilà, c'est quand même, ça reste dans l'océan, ça reste surfer une vague, donc ça reste hyper proche de ce que je faisais jusqu'à présent. C'était juste rajouter une petite difficulté, sortir de sa petite zone de confort. Donc voilà, moi j'ai pris ce défi, j'étais contente, ravie, et voilà, j'ai pu aussi reapprendre sur moi et le fait de persévérer, même si c'était pas évident au début, mais j'avais envie d'aller jusqu'au bout de tenter le stand-up à fond. Donc, Tu parles de persévérance, et c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent, c'est que je connais beaucoup de gens qui commencent le sport en étant enfant, plein de parents qui encouragent leurs enfants à faire du sport, parce que le sport c'est cool, mais je connais pas énormément de gens qui développent la persévérance de poursuivre leur activité au moment où ça te demande un vrai investissement. Est-ce que tu te souviens, toi, en grandissant, t'as eu un moment où le sport c'était cool, mais t'avais envie plus de sortir ou plus de faire d'autres trucs? Est-ce que t'as vécu ça, toi, dans ton adolescence, par exemple? Oui, non, c'est plus le fait d'avoir un objectif, un rêve, quelque chose que tu as envie de réaliser, et mettre en place les choses pour. Donc forcément, des fois, le choix il est plus tenté vers le plaisir que vers s'accrocher sur quelque chose qui est pas évident. Mais voilà, après, c'est pour ça que c'est important de mettre des objectifs à court terme aussi, pour être content et garder cette motivation. Parce que si j'avais dès le début mis l'objectif d'être championne du monde, je serais aujourd'hui, j'aurais toujours pas réalisé l'objectif, donc c'est frustrant, et là on se perd, je pense. Mais non, j'ai eu des objectifs à chaque fois à court terme, j'étais ravie, donc ça donne du baume au cœur, ça donne envie de continuer, de remettre en place quelque chose d'autre, un autre objectif. Donc oui, j'ai eu des fois où c'était pas évident, mais bon, dans tout dans la vie, puis c'est ça qui est plus sympa, parce que plus tu rencontres de difficultés, tu dois mettre en place des choses différentes, tu dois te remettre en question, essayer de trouver des façons différentes ou autres, et c'est ça qui est d'autant plus enrichissant et qui donne beaucoup plus de goût après à la victoire, l'objectif atteint, et qui motive pour aller chercher quelque chose de plus loin. Voilà, on va chercher des choses en soi qu'on n'est même pas au courant des fois, et on va se surprendre, et c'est ça qui est sympa. Et tu parles d'objectifs. Comment tu étais entourée, tu sais, pendant ta progression? C'est-à-dire que comment tu fixais ces objectifs? Est-ce que tu avais autour de toi des gens, alors je sais pas, ta famille, des coachs, des gens qui t'aidaient à fixer ces objectifs? Parce que se fixer soi-même des objectifs, c'est compliqué, non? C'est juste avoir envie. C'est tout simplement, c'est l'objectif le plus pur et naturel, et ce sera celui qui sera le plus facile, entre guillemets, où la motivation elle sera là pour le réaliser, et c'est ça le plus important pour réaliser un objectif, c'est juste être motivé pour le faire, pour être capable de faire tous les sacrifices et tout. Donc après oui, j'étais entourée, c'est hyper important d'avoir des gens sur lesquels on peut compter, on a confiance, donc ma famille est très proche, je vais leur demander beaucoup de conseils, donc oui, dans mes plus jeune âge, j'ai eu des entraîneurs, des coachs autour aussi, mais après voilà, l'objectif, tu le sais, tu l'as au fond de toi, t'en as envie, des fois même justement tu le dis pas parce que c'est ton secret, ton objectif à toi, mais c'est soi-même, personne peut te donner un objectif parce que c'est pas le tien, tu te l'appropries pas, il faut que ça vienne de toi, forcément, ouais. Je pense, oui. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Toujours à propos d'objectifs, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as formulé une ambition professionnelle? Tu sais, pour la plupart des gens, c'est plus tard, quand je serai grande, je veux être, ou plus tard, je veux faire. Si tu devais mettre le mot ambition sur un truc que tu t'es déjà fixé, est-ce que tu te souviens à quel âge c'était la première fois que tu t'es dit, dans l'avenir, je veux ça? Il n'y a pas d'âge pour les ambitions, je pense. Quand on est tout petit, on veut marcher, puis quand on sait marcher, on veut courir parce que pour rattraper celui qui est devant, je sais pas. Il n'y a pas d'âge. Les ambitions, c'est dans
voilà, c'est juste le mot, quoi. Peut-être qu'à 3 ans, c'est pas ce que ça veut dire, ambition. C'est quoi ce mot, mais c'est tout. Non, mais c'est intéressant parce que tu es en train de me dire que chez toi, c'est naturel. C'est naturel, mais je pense que dans chaque personne, c'est naturel. C'est après à soi de l'accepter, de le voir, d'arriver à la capter et puis de s'écouter, d'avoir le courage de se dire oui, j'ai une ambition, j'ai envie de faire ça, et que ça ne reste pas juste un rêve, d'essayer de faire les choses et d'aller vers ce qu'on a envie, vers le plaisir aussi. Mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment le naturel. Je pose cette question à toutes les femmes que j'interviewe et il y en a qui me répondent, la première fois c'était à 20 ans ou à plus de 20 ans. Et il y en a, pour l'instant, personne ne m'a dit c'est quelque chose de naturel, c'est-à-dire comme tu viens de l'expliquer, c'est comme ça que j'avance, quoi. Je veux quelque chose, je me fixe un objectif, j'y vais. Pour plein de femmes, c'est loin d'être naturel ou évident, mais en même temps, elles sont pas vice-championnes du monde à 15 ans, tu vois. Donc, c'est ça la différence sans doute, c'est que tu vas plus vite dans la vie. Peut-être, c'est surtout t'as envie d'apprendre sur toi, c'est tellement mieux quand tu te connais, quand t'as envie de... Et donc oui, dès petit, je pense que... Ouais, pardon, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Après, les ambitions, elles ont changé, forcément. Quand tu dis ambition professionnelle, c'était pas les mêmes ambitions, c'était plus tourné autour du jeu, tout simplement. Plus jeune, je pense que voilà, c'était le jeu de la gagne, de remporter quelque chose, les récompenses, les choses comme ça. Après, plus on avance, plus on a envie personnellement, j'ai eu envie d'avoir des ambitions plus sur, comme je disais, sur le stand-up. C'est plus un défi qui me paraît assez dur à relever. Donc, je vais devoir mettre des choses en place pour le relever qui vont être intéressantes, que je connais pas. Voilà, sortir de sa zone de confort. Et moi, c'est ça que j'aime. Plus quelque chose va être dur pour moi à réaliser ou des choses comme ça, ça va être même pas ce que je vais avoir l'habitude de faire, voilà, sortir de sa zone de confort tout simplement. Ça va m'intéresser parce qu'il y aura des choses à apprendre. Après voilà, je répéterai peut-être pas un objectif parce que j'apprécie pas à la longue, mais sur le fait tu vas en faire un défi, ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu te souviens du moment dans ta vie où tu t'es rendu compte que tu allais pouvoir en faire une carrière, où tu sors du jeu pour que ça devienne, ça peut être ma vie? Je pense dans tout et assez facilement, j'ai eu peur de ces transitions à chaque fois, que ça allait être dur, ou même toutes les transitions possibles de professionnel à réaliser quelque chose, et après cette victoire, qu'est-ce qu'il y a, et après le surf, la reconversion, qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, tout vient naturellement. Si tu es concentré sur ce que tu fais, tu as envie, tu mets tout en place pour, après tout. Donc finalement, je suis passée du sport loisir plus jeune à intégrer un club, à faire des compétitions, à en faire de plus en plus, mais tout a été hyper fluide, même s'il y a eu plein d'échecs, il y a eu plein de moments où c'était moins facile, moins évident. Mais après, pour c'est le bac. J'ai eu mon bac, j'ai fini du coup le cursus classique et après sport-études, c'est ça? Enfin le bac S général, hein, c'était pas forcément on a été allégé en rien sur l'école. Donc, oui, c'est ça, c'est pas allégé, c'est non, c'était plus du sport intensif. OK. Mais donc voilà, j'ai eu mon bac classique et puis après j'avais envie d'apprendre plus le côté santé physique, ostéo-kiné me plaisait, mais c'était pas compatible avec le sport vraiment à haut niveau. Et c'était pas compatible. Après, tout est compatible, mais je me sentais pas forcément capable de faire les deux projets et d'être peut-être à 50% sur les deux, et voilà, d'avoir des regrets après de pas être parti à fond sur quelque chose. Donc voilà, j'ai eu envie de partir sur le surf à 100%. Donc j'irai à mes 18 ans, quand j'ai pu avoir quelques partenaires, des sponsors qui m'ont suivi, une opportunité, et voilà, je l'ai saisie et feu. T'as eu ton bac en quelle année? Bonne question, je sais pas, 18 ans. Ça fait quelle année environ? C'était 2000... Dans les années 2010, non? Non, si, ça doit être ça. 18 ans, c'était il y a 8 2010. Ans. Il y a un élément dans ton palmarès qui m'a marqué. Tu détiens le record de la plus grosse vague surfée par une femme? J'ai eu ce record. Il n'y a pas vraiment de record. Il n'y a pas de mesure non plus. Là, il y a une Brésilienne qui a surfé une très grosse vague cette année. J'ai commencé à surfer des grosses vagues et finalement, peut-être que oui, à ces moments-là, j'étais la seule femme, la femme à avoir surfé une aussi grosse vague.
Alors, après, il n'y a pas de... J'ai 2 questions. C'est quoi la hauteur du coup de tes records? C'est ça qui n'est pas évident à dire. Les premières fois, c'était à Bellara où j'ai commencé à surfer des grosses vagues qui faisaient atteindre dans les 10 mètres, quelque chose comme ça, 10, 15, je sais plus. Après, là, depuis cette année, je suis partie plus à Nazaré où là, c'est des vagues encore plus grosses. Mais oui, voilà, la hauteur, Nazaré maintenant, c'est 15-20 mètres. Mais ouais, c'est pas ça le plus important. Après, c'est le numéro, on se retourne pas derrière pour mesurer la vague, on la surfe après. Alors ma deuxième question, c'est pourquoi il y a une distinction hommes et femmes dans la discipline? Est-ce qu'il y en a une déjà? Mais quand je lis record de la plus grosse vague surfée par une femme, je me suis juste demandé, est-ce que dans ce sport, dans le surf, c'est pertinent de distinguer les performances des hommes et des femmes? Oui et non. Après, pour les plus grosses vagues, c'est un repère. Après, c'est plus un repère que... Bonne question, on présente tous les sports. Je pense il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ils sont quand même bien plus nombreux depuis plus longtemps dans le sport et impliqués là-dedans. Donc oui, ils ont encore un peu d'avance. Après, les femmes, on est en train de rattraper ça. Mais oui, c'est encore un sport où il y a quand même des points physiques où les hommes sont plus toniques, plus puissants que nous. C'est lesquels, par exemple, les points physiques qui sont différents? Parce que tu vois, ça dépend des personnes, de chaque personne. Il y a une femme qui va être bien plus tonique qu'un homme, mais et à haut niveau. Après, voilà, ça va être différent. Chaque personne est différente. On parle de femmes gracieuses dans le surf ou autre. Il y a des garçons qui sont bien plus gracieux que certaines femmes. Donc non, il n'y a pas de... Il y a des différences. Après chacun a... Ce que je veux dire, c'est que je m'intéresse beaucoup au tennis. Ouais. Et je sais que par exemple dans le tennis, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes dans le style de jeu, dans la puissance. Et ça veut pas dire qu'ils peuvent pas rivaliser. Ça veut dire que si tu compares la puissance du top 100 masculin versus le top 100 féminin, je vois peu de femmes que je vois capables de rivaliser avec des mecs. Ok, je pense que Serena Williams et Maria Sharapova, elles sont capables d'en battre quelques-uns dans le top 100. Mais ouais, c'est des exceptions par rapport à d'autres sports où je vois plus une possible mixité dans le futur, j'en sais rien, tu vois. Je pense qu'on n'est pas encore au même niveau. Il y a quand même vraiment beaucoup plus d'hommes depuis plus longtemps. Donc, je veux pas une comparaison. C'est un homme, une femme, c'est peu importe. C'est juste... Après, voilà, on va parler d'éducation, de comment on éduque les petites filles et les petits hommes, les petits garçons. Je ne vais pas dire, je pense. Pour toi, il n'y a pas de différence. Enfin, si, les différences les gens sont différents de base. Oui, et ensuite, les mecs sont différents d'un point de vue musculaire. Mais c'est pas aussi discriminant que dans d'autres disciplines où non, si, il y a quand même une grosse différence. À la rame, oui, voilà, les hommes sont plus rapides à la rame, sont plus lourds pour les surfs de grosses vagues, ils descendent plus les vagues, ils sont plus musclés, ils amortissent plus toutes les clapots ou autres, sont plus tuniques, plus rapides, plus vitesse. Oui, ils sont au-dessus. Je peux pas dire que là on fait une compétition champion du monde garçon contre la championne du monde femme. J'aimerais du profond de mon cœur que la femme batte, mais je suis désolée, je pense pas que ça sera le cas. Après, dans le surf de grosses vagues, c'est différent. Il y a un côté un peu plus où je pense que c'est possible qu'une femme puisse surfer une vague aussi grosse qu'un homme. Après, je pense que c'est une question de temps, d'implication, voilà, si y a plein d'exemples, il y a beaucoup d'exemples masculins de sport, et donc voilà, si on commence à avoir de plus en plus d'exemples féminins de réussite dans le sport, de performance mis en avant chez les femmes, ça pourra aider de plus en plus. Donc voilà, de voir que c'est possible d'en vivre aussi, que c'est possible être sportive, ça veut pas forcément... Enfin, c'est pas une connotation négative non plus, c'est une connotation de positif, où on se dépasse, où on apprend des choses. Donc, c'est sûr, moi je te vois comme une super héroïne. Hein. C'est bon, j'ai regardé les vidéos. Et ouais, on dirait de plus en plus que le sport, c'est les nouveaux héros. Les nouveaux héros. Toi, par exemple. Oui, quand tu dis homme-femme, c'est vrai que voilà, on a encore, pour être honnête, il y a encore une différence entre mettre en avant la performance et le côté joli, le côté esthétique de la performance. Okay. Voilà. Où les femmes vont voir plus un critère
esthétique mis un peu plus en avant que les hommes. Et ça, c'est voilà, ce serait bien de plus en plus de juger la performance et être à même titre que les hommes. Mais bon, les hommes aussi, ils ont ce critère aussi à respecter pour les sponsoring, pour tout ça aussi. Donc c'est pas évident, mais bon, ça va évoluer petit à petit. Oui, mieux en mieux. Oui, je reviens au tennis, c'est comme quand Marion Bartoli a gagné la finale de Wimbledon où elle s'est pris des torrents de commentaires de l'autre était plus jolie quand même, l'autre aurait fait une plus jolie championne. Vraiment, est-ce qu'on a vu le même match? Oui, et puis jolie pour qui, jolie comment, et puis le plus intéressant c'est qu'on soit heureux à la fin de la journée et que voilà. Toi par exemple, en grandissant et en te lançant dans le surf, est-ce que tu avais des rôles modèles, des exemples de sportifs que tu admirais ou qui t'inspiraient? J'en avais plein, mais autour de moi, des gens... j'avais pas de personnes que je connaissais pas, que j'avais jamais vues, que j'admirais. C'est plus voilà, des personnes autour, donc vraiment les références un petite quand tu grandis d'abord c'est ta famille, donc c'était mon grand frère qui surfait mieux que moi, puis après dans les clubs j'ai rencontré d'autres personnes, c'était le bon surfeur du coin, ou après en grandissant c'est plus que des surfeurs mais aussi voilà, des personnes d'autres sports aussi, et c'est chaque personne est différente, c'est sympa mais j'ai pas forcément deux personnes, une personne ou quoi. Il y a plein de beaux mondes qui sont hyper intéressants. Il y a plein de personnes hyper intéressantes. Donc j'aime bien les profils un peu atypiques, un peu différents, et des gens qui ont dû mettre en place des choses pour réussir, qui ont profil différent et tout ça. Mais t'avais quoi par exemple comme type de poster dans ta chambre? Moi j'avais des posters de Katharina Witt et de Michel Cohen en patinage artistique parce que c'était mes idoles, tu vois. Quand j'avais 12 ans, c'était ça les posters dans ma chambre. T'avais des posters de sportifs ou de sportives? Non, je crois pas. Je sais même pas ce que j'avais. Je crois que j'avais une vague, voilà, c'est tout, ou même pas. Ouais, j'avais des posters, mais pas de... Non. J'avais les plumes ramassées par terre que je collectionnais, que je faisais un tableau avec. Non, je sais pas. Je voulais qu'on discute un peu du rapport à la peur, parce que vraiment, je vais être honnête, mais quand je regardais tes premières vidéos, la différence d'échelle entre toi sur la planche et la taille de la vague, j'ai peur alors que je suis au sec dans un bureau, et je me demandais quel est ton rapport à la peur. Est-ce que ça te faisait peur de surfer les grosses vagues? Oui, ça me faisait peur. Petite, ça me faisait très peur des vagues un peu plus grosses, mais c'est ça qui m'a attirée justement. C'est ça qui me gênait, que j'avais envie d'aller chercher qu'est-ce que c'était ça, pourquoi j'avais peur. Ça m'embêtait tout simplement. Donc j'ai voulu, voilà, mon petit ego, il en a pris un petit coup, et je voulais progresser là-dessus. Je voulais comprendre pourquoi j'avais peur, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui me gênait là-dedans, et petit à petit, voilà, je me suis mis en défi tous les jours, à essayer de surfer un peu plus gros, puis jusqu'au point que je recherchais ça, que ça m'intriguait, que j'aimais ça, et voilà, jusqu'au point d'être encore aujourd'hui à la même situation presque, d'avoir peur. Forcément, on a tous peur. La peur, c'est un repère, ça nous aide. Donc après, à soi de pouvoir la comprendre, de se connaître, et comme ça on sait quand est-ce qu'elle est trop forte ou pas assez forte, parce que la peur nous protège aussi des fois, ou de faire des bêtises, ou de faire des choses dangereuses. On n'a pas peur de la voiture et qu'on traverse en courant, mais voilà, on n'est plus là. Donc voilà, la peur, c'est se projeter et évaluer les risques dans le futur aussi. Se dire, bon, mais j'ai peur des grosses vagues, pourquoi? Parce que je peux me noyer, pourquoi? Parce que je peux rester longtemps sous l'eau, donc si je suis consciente de ça, je peux essayer de le diminuer en m'entraînant pour. Donc finalement, est-ce que j'ai vraiment raison d'avoir peur? Oui, parce qu'il y a une petite partie d'inconnu. Je ne sais pas si je vais rester sous l'eau ou pas, combien de temps ou pas, mais... ouais, du coup, il faut céder tout ça. Il ne faut pas avoir peur de toutes ces émotions. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de pleurer, d'être triste, d'être heureux. Faut juste, voilà, essayer j'essaie de comprendre un peu tout ça et comment ça marche. Et quand j'ai un peu trop de peur, je me reconcentre sur les choses que je fais dans l'instant, dans le présent. Donc, quand c'est la veille d'une très grosse journée de gros surf, je me reconcentre sur préparer le matériel, vérifier que tout est bon, tout est bien mis en place, et je suis dans le moment, je suis en train de faire les choses.
Et je suis pas en train de me projeter demain, j'ai peur, je sais pas ce qui va se passer. Non, je suis en train de faire les choses. Et en fait, quand on fait les choses, voilà, dans l'instant, instant après instant, on a rempli une vie sans s'en rendre compte. Et c'est la même chose sur une vague. Quand je pars sur ma vague, je suis en train de descendre une vague petit à petit, et finalement, je finis par surfer la vague sans m'être projeté à me dire « Waouh, il faut que je descende 10 mètres d'une vague ». Non, j'ai descendu petit à petit, un petit mètre après un petit mètre, et j'ai fini par surfer une grosse vague. Voilà. Tu dis que la peur, c'est un repère. J'ai bugué sur cette phrase directe parce que ça me parle beaucoup. Et comment tu projettes ce repère pour qu'il t'aide ? Je précise ma question. À quel moment t'as le plus peur, par exemple ? Est-ce que tu arrives à analyser qu'est-ce qui déclenche la peur ? Est-ce que tu as peur plutôt la veille d'une compétition, plutôt le moment avant de sortir sur l'eau pour aller au départ de la vague? Est-ce que c'est au moment où tu te dis ok, ça y est, ou au contraire c'est le moment où t'as plus de peur parce que c'est parti, maintenant je rame et j'y vais? Tu vois ce que je veux dire? En fait, dans quelles circonstances la peur elle se déclenche chez toi? Est-ce que c'est plutôt un bruit de fond, c'est-à-dire que c'est un moment un peu aléatoire où tu sens une émotion et tu dois l'interroger pour te dire ah ok, en fait j'ai peur, et donc c'est un signal d'alarme quelque part? Ouais. Est-ce que c'est plutôt le jour de la compétition, ou le moment de ta sortie où la peur est en train de monter, et pour toi c'est une information de dire ok, je prends mon protocole et je redéroule tout ce que j'ai à faire, dans quel ordre? Tu sais ce que je veux dire? C'est tout ça. Oui. C'est la veille d'une journée de grosses vagues, comme je le disais, je me reconcentre sur la préparation, sur les choses, parce que j'ai peur du lendemain. J'ai cette appréhension, j'anticipe, c'est l'inconnu le lendemain, donc la peur elle va avec l'inconnu. Après, pour les compétitions, c'est la même chose. C'est quand je dis c'est un repère, parce que on arrive à la veille de la compétition, je commence à être un peu tendue, je m'en rends compte. C'est ça le plus dur, c'est de s'en rendre compte qu'on est dans la peur. C'est dur de s'en rendre compte. C'est le truc le plus dur, je pense. C'est de se rendre compte qu'on a peur, et du coup de se recentrer sur le moment présent, sur les choses à faire, sur les choses de la vie quotidienne, sur... Et voilà, la veille d'une compétition, après voilà, je me reconcentre, c'est une information, oui, si je vais être dans un élément qui va être la compétition, il y a du jugement, il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui peut être stressante, et c'est normal, et voilà, donc... Est-ce qu'il y a un moment où la peur s'arrête? Là, je te disais, est-ce que c'est au moment où t'es au départ de la vague et tu te donnes le go et t'as plus peur, ou est-ce que t'auras peur jusqu'à ce que tu sortes de la vague? Non, la peur, elle a plus raison d'être. Après, la peur, c'est un repère. Tu te rends compte que tu as peur. Après, c'est à toi de se reconcentrer dans le moment présent. Le moment présent, la peur, elle est incompatible au moment présent. C'est même pas physiologiquement possible d'avoir peur dans le moment présent, en fait. Donc, quand tu es dans le moment présent, tu t'es concentré, tu fais les choses comme il faut le faire. T'as des fois le côté un peu instinct qui rentre en compte, et tu fais comme il faut faire les choses, et comme ça... Comme tu le penses, t'as cette petite voix aussi intérieure qui des fois te donne les bonnes indications, et voilà, tu vis la journée pleinement, tu vis l'action pleinement, et après voilà, la peur ça arrive que la veille, après la veille ou juste avant de faire l'action, mais après dans l'action, non, tu t'es concentré. Si t'as peur dans l'action, alors là il faut arrêter et revenir à l'étape d'en dessous, et essayer d'être dans l'action. Ça t'est déjà arrivé de te rendre compte que tu avais toujours peur et donc d'arrêter? Oui, c'est des signaux encore. Donc j'avais peur dans l'action, donc j'ai refusé. Je suis sortie des vagues, donc j'ai arrêté la session. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est des repères. Je suis fascinée parce que je m'étais jamais rendu compte. Je pense que t'as dit le plus dur, c'est de voir la peur. Et je pense que j'étais convaincue du contraire, que au contraire, c'est une émotion qui est tellement bloquante, tu vois, paralysante. On dit paralysé par la peur, que j'avais la sensation que c'était comme se prendre un bus de face, tu vois, tu peux pas l'ignorer. Et t'as raison, en fait, bien sûr que c'est le truc le plus dur, c'est de se rendre compte que t'as peur, parce que ça commence pas comme un bus de face, ça commence comme un truc à l'intérieur qui monte, et ouais, tu peux être sous l'eau avant de te rendre compte que t'es en train d'avoir peur, en fait. Et je m'étais jamais rendu compte de ça. Merci beaucoup pour ça. De rien. C'est à ça que sert ce podcast. Hein, moi, je grandis en même temps. Pour terminer sur la peur, est-ce que tu t'es fait peur? Est-ce que tu t'es déjà fait peur sur une vague en te disant, quand on est sorti, je sais pas comment je suis sortie de celle-là? Il y a une vague où elle était très grosse, et je sais que j'avais pas eu encore ces sensations-là. Et pour moi, c'était trop... j'avais déjà
plus de sensations que d'habitude, j'avais plus de vitesse que d'habitude. Et là, j'allais aller vraiment encore plus loin là-dedans. Et pour moi, c'était beaucoup trop d'inconnus, pas assez d'étapes avant, d'expérience, avant de surfer une vague de cette taille, de cette vitesse-là. Donc oui, je suis sortie, j'ai eu peur parce que c'était trop pour moi. Et donc je suis sortie de la vague. Et voilà, après, j'étais ravie parce que j'ai eu du mal aussi et j'étais un peu partagée entre les deux, mais à la fin, au final, je suis contente d'avoir pris cette décision, d'avoir été capable de juger, de me rendre compte et d'avoir refusé, tout simplement aussi, de savoir refuser quand il faut aussi. Voilà. Je pose souvent des questions autour de la zone de confort. Alors, à toi de me dire, est-ce que chaque nouvelle vague, c'est une sortie de ta zone de confort, parce que chaque vague est différente, ou est-ce que t'as quand même, malgré le côté extrême de ton sport, tu restes quand même dans une zone de confort, de choses que tu sais faire, que tu sais exécuter? Comment tu le décris? Ça dépend des personnes, des souhaits des personnes, mais moi je pense que je sors de ma zone de confort. C'est possible de sortir de sa zone de confort tous les jours et dans tous les domaines possibles. Et c'est ça qui est le plus enrichissant. Et moi, sur les vagues, c'est ça, oui. Tous les jours, c'est une vague différente. Et même si c'est exactement la même vague, alors c'est moi qui vais changer ma trajectoire pour sortir de ma zone de confort, justement. Et par moment, il faut répéter aussi ça. Donc, faut pas avoir peur de répéter des choses que j'ai déjà fait ça, la même chose hier sur la même vague, oui, mais c'est comme ça me construit ma confiance et je sais que je suis capable exactement de faire ça. Et maintenant que je l'ai validé, hop, je peux aller plus loin. Mais voilà, c'est... Comment tu te prépares? C'est-à-dire, en quoi consiste la préparation, alors physique, technique, pour être surfeuse, à ce niveau-là surtout? Alors la préparation, c'est le point le plus important, surtout dans des sports où tu vas pousser un peu plus sur la puissance de l'océan et tout ça là. Mais oui, c'est important. J'aime beaucoup la varier, faire plus de choses différentes. Donc après la base même, ça va être le surf, parce que plus tu es dans l'élément et proche, et mieux c'est pour l'entraînement. Donc du surf après avec plein de supports différents pour s'habituer à changer de support. Donc moi, c'est ma spécificité, c'est passer de la grande planche à la petite planche, au stand-up et tout ça. Aller dans l'eau aussi juste avec des palmes ou sans palmes. Fred, mon copain Fred David, il vient de la natation, du body surf et de tout il est hyper à l'aise dans l'eau, donc lui il m'apporte ce côté-là. Donc j'ai des bons conseils de ce côté-là, je suis assez chanceuse. Mais oui, c'est ce que c'est vraiment un des meilleurs sports pour le surf de grosse vague, c'est le body surf, se mettre à nu face aux vagues et voilà, et s'entraîner à passer dessous. Et après, je fais du fitness, des petits circuits training, crossfit, ce genre de choses-là. C'est la base aussi, c'est pour éviter les blessures et aussi pour performer, pour progresser. C'est quoi les muscles qui sont très sollicités? D'accord. Tous, et puis j'aime beaucoup... Enfin, les muscles profonds sont les plus importants dans l'équilibre, tous les muscles d'équilibre, de proprioception, je fais beaucoup de travail avec à chaque fois sur des plans instables, sur le Swiss ball, j'utilise une planche, ça s'appelle le planche shot, qui ressemble à un skate, mais qui est en équilibre aussi. Donc plein de supports variés d'équilibre, et c'est hyper bien ces supports-là, parce que tu fais travailler vraiment tous les muscles. Et voilà, de l'apnée aussi, de la natation, pour être capable de nager, rentrer sans sa planche, sans rien au bord. Alors pourquoi l'apnée? L'apnée pour être capable de rester longtemps sous l'eau, puisque dans les grosses vagues, on peut être amené à chuter, avoir le cœur qui est haut après l'effort physique, et en plus de rester longtemps sous l'eau. Donc voilà, je m'entraîne à être capable de ça. Donc c'est un risque dans ma discipline. Donc voilà, j'essaie de le diminuer en m'entraînant dessus. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment sympa, c'est côté un peu méditation, côté plus travail mental même aussi. Donc j'aime bien tout lier, voilà, le physique et la préparation mentale, rajouter du yoga, des étirements, et essayer de faire tout en lien. Et quand je fais l'entraînement physique, je travaille le mental là aussi. Voilà. Et ça t'est déjà arrivé du coup d'avoir recours à tes entraînements d'apnée parce que t'es tombé ou parce que tu te retrouves sous la vague? T'as déjà été dans une situation de stress comme ça à cause d'une chute? Oui, ça fait partie. Situation de stress,
si je veux aller surfer, il va falloir que je sois capable de prendre la vague, mais aussi de la prendre dans la tête. Ça va de soi et ça fait partie du jeu. Donc, oui, moi, je pourrais pas aller pratiquer quelque chose sans m'être entraînée et avoir vraiment repéré les risques, les points sur lesquels il faut travailler, autres, tout ça, ouais. Tu sais, le truc qui me terrifie avec les vagues, parce que je connais un peu le sud-ouest. Et alors moi, je suis plongeuse et j'ai aussi fait un peu d'apnée. J'ai découvert en parallèle et je me reconnais totalement dans ce que tu racontes, le côté détente et presque entre le yoga et la méditation sous l'eau. Ouais, détente. Mais c'est vrai que ce qui me terrifie dans la vague, c'est la puissance de l'eau. L'eau est tellement plus puissante que toi et j'ai toujours peur de plus savoir dans quel sens c'est la surface, tu sais. Oui. Comment tu fais pour t'orienter quand t'es dans le rouleau, quoi? Oui, on a du bol maintenant, il y a du matériel de sécurité qui a vraiment progressé et on a un gilet qui est un peu ressemblant au gilet de ski qui nous permet de remonter à la surface en déclenchant des canettes de CO2, des capsules de CO2 et ça nous aide énormément. Et après on a un gilet aussi dessous de mousse qui dans tous les cas va nous remonter à la surface. Donc après ça dépendra quand, le temps qui sera mis pour remonter à la surface. Mais oui, on a tous ces supports, ces flotteurs qui nous permettront dans tous les cas de remonter dans la bonne direction. Donc il n'y a pas forcément à avoir peur de ça. Une fois sous l'eau, c'est plus, oui, il fait tout noir, ça bouge dans tous les sens. C'est plus rester calme pour garder son air et garder le rythme cardiaque le plus bas possible pour avoir la capacité de rester longtemps sous l'eau. Et tu passes combien d'heures en moyenne par jour dans l'eau? Ça dépend. ça dépend des jours. Aujourd'hui, je suis à Paris, donc je n'ai pas passé aujourd'hui pas beaucoup. Sous la douche. Il pleut beaucoup. Je pourrais aller à l'apnée, à la piscine, oui. Mais sinon, ça dépend. C'est vraiment... On peut passer jusqu'à 6 heures en continu dans l'eau, comme on peut passer en général au moins 2 heures dans l'eau. Puis après, on va faire plus un entraînement physique, un entraînement de piscine, natation, apnée. Voilà, des étirements quand il faut après la grosse session. Ça va être plutôt des étirements, de la relaxation, tout ça. C'est quoi tes prochaines échéances en compétition? Alors, on va partir... sûrement en Afrique du Sud le mois prochain pour quelques compétitions et aller chercher l'hiver l'hémisphère sud et après voilà des compétitions en Europe donc ça c'est chouette en shortboard et en longboard en Angleterre, en Espagne, en France et un peu au Portugal. J'ai eu déjà quelques étapes là et voilà plus en Europe et après il y aura des championnats du monde. J'aimerais bien faire partie, c'est pour ça que je participe à ces compétitions pour rentrer avec l'équipe de France pour aller aux championnats du monde au Japon qui seront en septembre de cette année 2018. Voilà, avec l'équipe de France. Donc voilà, mon souhait est d'y participer, donc de faire des compétitions et des suffisamment bonnes places pour intégrer l'équipe de France et aller donc en shortboard au Japon et après aussi peut-être en stand-up au Brésil, pareil avec l'équipe de France. Et voilà, après le longboard, la discipline et la grande planche, j'aimerais bien intégrer les championnats du monde et après il y aura tout l'hiver prochain pour faire plus haut, plus fort et aller chercher les titres, des grosses vagues et tout ça. Est-ce que le surf c'est une discipline olympique? Oui, le surf est rentré au JO pour Tokyo 2020. Mais c'est sa première entrée? Oui. Ah ouais. Sa première entrée. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est excitant pour un sport de rentrer au JO. Ça va donner peut-être plus d'encadrement autour, parce que c'est vrai qu'on est assez jusqu'à présent le surf c'était assez lié à soi-même. C'est bien parce que du coup on apprend mais là on commence à avoir un peu plus de structure, de choses possibles, d'aide avec la Fédé sur des encadrements, des coachs qui viennent sur des compétitions et autres. Donc et c'est un de tes objectifs de participer, de représenter la France au JO? Oui, c'est un objectif qui est plutôt sympathique quand même. C'est ce que je te souhaite. J'ai toute une série de questions, je vais te les poser un peu au fur et à mesure. Avant ça, j'avais beaucoup suivi en 2014, il y a eu tout un projet de loi qui était porté par Najat Vallaud-Belkacem pour lutter contre le sexisme dans toutes les sphères de la société. Et il y avait
toute une partie de la loi qui parlait de parité, y compris dans le sport, puisque ça partait du constat que les femmes étaient mal représentées globalement dans les instances décisionnelles du sport, et ça se traduisait sur le terrain par parfois des équipements qui n'étaient pas appropriés, par déjà pas une mauvaise prise en considération des athlètes. Je me souviens d'une anecdote, c'était une fédération de je ne sais plus quel sport de combat qui avait designé la tenue que devaient porter les combattantes était différente de celle des mecs. Elle était censée être moulante et près du corps, alors qu'en fait, tu as besoin que le kimono soit ample pour faire les prises. Donc les athlètes avaient manifesté en disant « Écoutez, déjà qu'on est sexy sur les pubs dans le métro, laissez-nous au moins pratiquer notre sport sans être déguisés en mannequin pour ces messieurs, parce que là vraiment c'est un problème. » Est-ce que tu as la sensation que dans le surf, il y a des problèmes de ce genre? Est-ce que tu as la sensation que les athlètes féminines sont moins bien considérées, moins bien mises en avant que les athlètes masculins? Oui, c'est pas encore parité et tout ça, oui. Après, c'est à nous aussi, surfeuses, de mettre en avant la performance. Déjà, maintenant, on a nos réseaux sociaux. C'est quand même une chance aussi, une plateforme sur laquelle on peut nous-mêmes documenter notre vie, documenter tout ça. Donc à nous de mettre en avant la performance. Et c'est vrai que tout le monde, tout le système pousse à aller vers la voie quand même qui peut être bien plus simple, qui peut être sur juste le physique et le côté sexy. Mais voilà, après, c'est ça. Savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut rentrer chez soi et être fier et avoir appris des choses et avoir vraiment eu des sensations, vivre des expériences et autres. Donc voilà, je pense que moi, c'est la voie de vivre sa vie, de faire les choses. C'est la voie plus dure, mais c'est la voie bien plus intéressante et bien plus épanouissante. Donc oui, le sport, il n'est pas encore équitable, mais c'est à nous, femmes, de porter, les médias, de pousser sur le côté que les femmes sont performantes et font des choses extraordinaires aussi, et de pousser ce côté-là, parce que c'est vrai que l'autre côté est plus facile à faire, c'est plus pour les jeunes qui suivent. J'aimerais bien qu'ils soient portés plus vers la performance. Bon, en tout cas, moi je vais suivre tes performances dans les compétitions à venir, j'ai hâte. Alors, est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as eu envie d'abandonner, où tu t'es dit ok, trop dur, j'en ai marre? Peut-être plein de petits, mais pareil, par exemple, par rapport à ces réseaux sociaux, le sponsoring, tout ça, c'est pas évident. Mais tu dis qu'à la fin de la journée, tu rentres chez toi, t'es content, t'es fier, t'as fait des choses, t'as appris. Donc oui, c'était plus dur par moment. Oui, t'as envie de renoncer par moment parce que c'est dur peut-être, mais c'est ça qui donne qu'à la fin de la journée, c'est bien plus, la victoire est bien plus belle et bien plus enrichissante. Donc ouais, à chaque fois que je pense que c'est dur, je me dis que ça va donner la victoire, beaucoup plus de goût à la victoire. Est-ce qu'il y a un jour où tu as eu la sensation d'avoir été traitée différemment parce que tu es une femme? Bon, femme, homme, on est des humains, on a deux mains, on a deux pieds, à nous de prendre nos rêves et de les faire. Peu importe, ça ne doit pas être une limite ou quoi. Donc non, je sais pas, oui, mais être une femme, c'est beau, être un homme, c'est beau, il y a plein de choses qui sont bien. Après, je sais pas, ça me... non, mais oui, j'ai été traitée par moments, oui, parce que dans le surf de grosse vague, c'est une femme qui va surfer une grosse vague, ça va décrédibiliser la performance de l'homme qui doit surfer une vague plus grosse que la femme, forcément. Oui, et puis pas forcément ça, parce que là je généralise, alors qu'il y a plein d'hommes qui encouragent, qui justement sont plus en admiration aussi, tout ça. Donc non, ça dépend des gens, tout simplement. C'est pas homme-femme, c'est personnalité, personne et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de différence, c'est pas ça qui doit être mis en avant. En tout cas, c'est pas quelque chose que tu te laisses pas atteindre. Si justement quelqu'un part pas du principe que t'es un être humain, comme tout le monde, tu fais pas une croix mentale de te dire ah, putain, encore un connard. C'est un truc qui te passe complètement au-dessus, à côté. T'as pas le temps pour les gens qui ont des préjugés sexistes. Non. Non, mais c'est super intéressant. T'as l'air de trouver mes questions lunaires. Ah oui, moi ça. Ok. Alors, en soi, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de meufs, qui sont confrontées à ça, mais et que ça affecte en fait, que ça
impacte dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Et je trouve ça super intéressant que tu aies cette réaction-là. Oui, ça impacte, mais après, c'est à soi de passer au-dessus, d'aller devant. Puis c'est au pire des cas, c'est juste un petit challenge de plus, un petit défi de plus. Mais c'est ouais. C'est vrai que c'est une excuse facile aussi des fois. Apparemment. Et puis il y a des avantages aussi donc c'est facile de critiquer les inconvénients et de prendre tous les avantages d'être une... On n'avait plus de piles, voilà, la coupure c'est les piles, pardon. C'est super intéressant ce que tu dis sur laisser passer tout ça au-dessus, sur les remarques sexistes. En vrai, moi à 26 ans, j'ai perdu mon premier taf parce que mes collègues étaient sexistes et ils m'ont vraiment confronté à ça en disant bah non mais c'est normal qu'on te traite différemment parce que t'es une femme, et ça m'a provoqué un burn-out. Et j'aurais tellement aimé avoir à ce moment-là l'exemple d'une autre femme qui me dise bah non mais en fait t'as le droit de t'en foutre. Ouais, pas besoin d'exemple, c'est vous écouter à soi et se respecter en tant qu'être humain tout simplement. Donc homme-femme, voilà, on a tous la solution en soi, il faut juste s'écouter et prendre le temps de se regarder, de se respecter, voilà. Et après on arrive à respecter les autres et comprendre ce monde, mais d'abord il faut se comprendre. C'est un super conseil que tu donnes, d'abord apprendre à se comprendre. Puis si on attend d'avoir des exemples partout, et ben il y a personne qui fait la chose pour la première fois. Si on attend tous après l'autre. C'est pas faux. J'ai quelques questions pour terminer. C'est quoi pour toi le pire obstacle que tu as eu à affronter ? Apparemment, c'est pas une vague de 20 mètres. c'est pas une vague de 20 mètres, donc. Alors là, je réfléchissais. Ouais, non, je sais. Je sais pas, pardon, je sais pas. Pire obstacle, je sais pas. J'en ai pas là. Donc j'en conclus que quand t'es face vivre de son sport. Ah, ok. Vivre de sa passion, peut-être. Actuellement, ça va être peut-être là, voilà, le côté un peu moins évident. Non. Oui, il y a pas pire ou. Oui, mon challenge du moment, c'est de pouvoir vivre de ma passion. C'est pas évident de passer de pratiquer, être la capacité de pratiquer. Je suis soutenue par Red Bull qui m'aide énormément là-dessus, sur la mise en place de toute la sécurité, d'un jet ski et tout ça. Mais après, voilà, de pouvoir vraiment en vivre et aller plus loin là-dedans, ça c'est un challenge. Et je pense pour beaucoup de sportifs français, voilà, de pouvoir aller. Puis c'est un peu frustrant parce que il y a un côté limitatif qui m'embête, parce que voilà, on peut pas partir sur n'importe quel houle, s'entraîner autant qu'on aimerait à cause de ça. J'adore comment tu as transformé ma question formulée négativement à partir d'obstacles en quelque chose de positif comme le challenge. Ça démontre tellement ton état d'esprit de avancer, quoi, aller de l'avant et pas se laisser arrêter par quoi que ce soit. Donc je vais prendre ça, c'est pas voir les obstacles mais penser à un challenge. Oui. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné ? Non, tu l'as pas écouté du coup. Est-ce que tu l'as pas retenu ? Pire conseil qu'on m'a donné. Il y en a eu des plus jeunes, c'est moins évident parce qu'on est un peu plus influençable, donc c'est vrai que j'ai eu des conseils qui m'ont pas forcément apporté beaucoup de positif. Après non, dernièrement c'était un super surfeur qui m'a dit de pas aller dans l'eau pour mon bien, et il avait raison et j'ai dû l'écouter. Je ne suis pas allée dans l'eau, ça m'embêtait, mais il avait raison, donc non, il n'y a pas de pires conseils. Et puis les pires conseils, on les écoute pas tout simplement, on écoute les positifs, et ceux qui sont négatifs, on regarde s'il avait raison ou pas, puis après s'il y a un pire conseil, déjà les mots sont pas compatibles en fait. Un conseil et le pire, c'est pas possible. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Voilà, là c'est compatible. Un conseil c'est positif, c'est pour avancer. Plein de conseils hyper bien. C'est plus sur soi, suivre ce qu'on aime, et pas penser et regarder autour ce que pensent les gens, ce que pensent les autres personnes, même des gens très proches de soi. C'est vraiment soi. Est-ce que s'écouter et savoir qu'on va dans la bonne direction, de notre cœur, qu'on aime, qu'on a envie, voilà, tout simplement. Et le meilleur conseil que tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent ? De se faire confiance, de se rendre compte de chaque personne qu'on est. On est tous différents, de ne pas avoir peur de ça, et voilà, d'aller au bout de toutes les choses qu'on a envie d'entreprendre. Si on a une petite envie, il faut y aller, et pas avoir peur de saisir des opportunités. La peur, elle existe, elle est là, mais on peut tous dépasser ça et ne pas se limiter. Donc voilà, faut foncer, oser, et feu, action, vivez. Vivez, voilà, les choses, les expériences et tout ça. Merci beaucoup, Justine. De rien.
Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.